Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle rencontre organisée par NovaBuild en format webinar. C'est une rencontre dédiée à la question du carbone et plutôt dans un regard très concret, pratique. Vous savez que depuis maintenant 2 ans, NovaBuild a adopté une feuille de route qui s'enroule autour de la question du carbone et de la stratégie bas carbone. C'est une feuille de route bas carbone. Notre ambition est d'accompagner la stratégie bas carbone de la France au niveau avec une traduction dans les entreprises, dans l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et dans notre idée, ça ne doit pas être que des mots. Quand on dit neutralité carbone en 2050, il y a un moment, il faut qu'on regarde un petit peu de près ce que ça veut dire. Chacun, particulier, entreprise, a son chemin à parcourir. Et donc, on va faire cette première rencontre. On pense, nous, maintenant, suivre un fil régulier. La rencontre de ce matin, on va essayer de faire en sorte de pouvoir répondre à pourquoi, parce que les changements sont très forts et donc il y a un moment, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on est amené à faire quelque chose qu'on n'a au départ pas envie de faire, parce que sinon on l'aurait fait depuis longtemps. Et puis surtout, comment on s'y prend, d'où l'idée de retour d'expérience. Donc on va osciller entre des questions un peu théoriques, globales, et puis des retours d'expérience en sachant que personne n'a trouvé la solution miracle, donc on tâtonne et on va voir avec 2 entreprises qui ont joué le jeu comment est-ce qu'on y est arrivé. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent y arriver? Nos intervenants, Marie Gabory de Tuvalu est avec nous et elle va être notre première intervenante. Elle va nous décortiquer un petit peu ce pourquoi et peut-être quelques éléments du comment. Elle travaille aux côtés d'entreprises, d'acteurs qui s'engagent dans des stratégies bas carbone. On est ravis qu'elle ait accepté d'être avec nous. Et on terminera le propos avec François Poyer, qui est responsable régional de l'accompagnement réseau ouest de BPI France, parce qu'il y a un accompagnement de BPI France des entreprises et on est ravis de cet engagement national. Et donc, François Poyer nous donnera les outils de soutien. Et puis, les 2 entreprises, on a d'un côté Jérôme Legal, qui est directeur général exécutif de Sofradi, qui nous racontera comment est-ce qu'il rentre dans l'accélérateur de décarbonation. Et puis, Samy Guillard, pour les ateliers David, coordinateur bas carbone, qui nous expliquera l'avancement dans son entreprise et ce que ça a changé. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop long dans le propos, j'avais dit 3 minutes. Parfait. Donc, en un quart d'heure, vous pouvez nous dire un peu pourquoi est-ce que tout va changer et comment est-ce qu'on va s'y prendre? J'ai même envie de dire que c'est déjà en train de changer. Hein. On a eu une sacrée accélération. Si ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, cette année un peu à part, ça a quand même fortement déclenché des prises de conscience. Et donc, je vais vous parler en 15 minutes. C'est très court, mais on va le faire. Pourquoi? Enfin, comprendre les grands enjeux climat. Et pourquoi, en fait, ça ne fait que commencer. Et j'aimerais bien ne plus avoir de travail prochainement, mais ça ne semble pas être le cas. On est plutôt sur une forte tendance et vraiment un très fort engouement des entreprises qui s'accélère depuis 2021. 2 mots sur Tuvalu et pourquoi je vous parle de climat aujourd'hui. C'est parce que ça fait plus de 10 ans que je travaille ce sujet. Et effectivement, en 10 ans, la prise de conscience, elle est quand même différente et ça se déploie. Alors, Tuvalu, on est éditeur de logiciels pour faciliter la réalisation d'un bilan carbone pour les entreprises, donc le rendre plus accessible à tous. On travaille avec beaucoup de PME et d'entreprises. C'est vrai que dans le secteur du bâtiment, je pense à Briand, CETI, qu'on accompagne dans des belles trajectoires de décarbonation depuis longtemps. Donc, on travaille tout secteur. On est Bicorp et maintenant, on est une entreprise de 25 personnes. Je vais aller vite là-dessus. Forcément, je ne vais pas vous faire un cours sur la physique, surtout que c'est vraiment pas mon fort, mais quand même rappeler les basiques parce que on parle de climat, mais concrètement, on parle de gaz à effet de serre, les fameux GES, parfois GES. Et puis, c'est très bien les gaz à effet de serre parce que c'est grâce à eux qu'on vit tranquillement sur notre belle planète et qu'on a une température, ma foi, agréable. Sauf que si ça épaissit, on a dépassé 300 ppm, parties par million, et bien la serre, elle devient plus épaisse et donc à l'intérieur, on a plus chaud, d'autant que la Terre renvoie la chaleur captée. Donc, ça fait comme une serre, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et puis, le
le gaz à effet de serre le plus présent dans notre atmosphère, c'est l'eau, mais il y a aussi le CH4, le méthane, HFC, les gaz de frigo, etc. Et chacun, enfin le CO2, c'est comme une unité monétaire, hein, c'est une convention. On compte tous les gaz en CO2 et ils ont une conversion. Et puis ensuite, on transforme des matériaux de bâtiments, des chaises, des smartphones en CO2. Donc c'est comme un prix et ça rend les choses beaucoup plus simples, parfois simplistes, mais en tout cas, ça nous permet dans le monde entier d'avoir le même langage. Et franchement, j'étais à la COP 26 et on a beau dire, enfin, les médias ont toujours beau jeu de dire qu'il ne se passe rien. Quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on avait une cause commune? On a un seul climat, le monde entier est engagé dans cette démarche, puis décliné sur des plans et des engagements européens à moins 50%, 55%, rehaussé Madame Ursula von der Leyen, et puis de l'Europe, un cadre français, la stratégie nationale bas carbone, et ensuite en local. Donc, j'ai mis 2 exemples, hein, Air Pays de la Loire, une super plateforme, ou le plan climat, toutes les villes ont leur plan climat. Donc, voilà le contexte, c'est cohérent et ça va vraiment donner un cadre dans un monde comme aujourd'hui, tout est incertain, voilà, on n'y tournera pas. Alors, je trouve celle-là, elle est particulièrement intéressante parce que ça dit 2020 Climate Turning Point. C'était écrit avant 2020. Donc, effectivement, hein, il y a eu un tournant en 2020 et il fallait que ce soit l'année où les gaz à effet de serre arrêtent d'augmenter. Donc, c'est un tournant. L'ONU connecte bien sûr les enjeux climat à des enjeux autres, les objectifs de développement durable qui sont plus globaux et c'est systémique jusqu'à 2050. Donc, il y a des trajectoires 2030, des trajectoires 2050 et ça vous propose, et c'était aussi le consensus, plutôt que de parler d'entreprises neutres, ça n'existe pas. On parle d'entreprises net zéro, c'est-à-dire qu'elles vont réduire de 50% leurs émissions et ensuite, et seulement ensuite, elles vont pouvoir contribuer à des projets de compensation. Ça, c'est le cadre global. Et puis, ce cadre-là, concrètement, c'est quelle est l'ampleur du challenge? C'est pas rien. Hein, vous voyez qu'il faut diviser par 6 nos émissions d'ici 2050 et passer de 10 et quelques tonnes de CO2 à 2. Alors, là, quand on dit ça, on baisse les bras souvent. Enfin, ça fait des années qu'on me dit « Madame Gabory, c'est pas possible ». En fait, on n'a pas le choix. On n'a pas d'option 2. On n'a pas de planète B, on le dit souvent. Donc, c'est au contraire, c'est tout à fait possible et c'est un vrai enjeu collectif. Et surtout, ne pas dire « Oui, mais au niveau individuel, moi, je bosse et les autres, ils bossent pas ». Non, tout le monde change. Et on voit avec cette info-là que pour un quart, et c'est important déjà, on peut bouger notre démarche individuelle, moins prendre l'avion, on en reparlera tout à l'heure, et mieux consommer. Et puis surtout, et c'est pour ça qu'on est tous autour de la table, l'État et les entreprises pourront faire switcher de 3/4 cette réduction. Et c'est un effet d'entraînement positif et collectif. Donc voilà, c'est Yes We Can et comment je contribue à cette démarche collective. Moi, je suis toujours très positive. Et en fait, quand on voit l'ampleur de la courbe, donc là, on est sur la stratégie nationale bas carbone. C'est un observatoire climat-énergie qui est disponible en ligne, donc qui anime cette trajectoire bas carbone. Alors, comment ça se lit tout ça? On a une sorte de budget, vous voyez. On a un plafond pour 2020 qui est la ligne verte et qui va réduire. Donc, on sort de quota, ce budget, il va réduire collectivement. Et ensuite, et c'est ça qui est intéressant pour nous aujourd'hui, ils vont allouer ces budgets à différents secteurs. Donc, il y en a une partie qui part pour les transports, une partie pour l'essentiel, une partie pour l'agriculture. Et les enjeux de réduction ne sont pas les mêmes. On sait que c'est beaucoup plus facile et on a les solutions pour réduire le poids de l'énergie dans le poids carbone de l'énergie, mais il y a aussi des objectifs pour le résidentiel et le tertiaire, donc par conséquent pour le bâtiment. Alors vous voyez quand même que, bon, on a revu les objectifs à la hausse, donc avant on devait être sur cette courbe, finalement on est là, et en fait,
il y a ce point-là. Alors, un petit mot delta, enfin, petite réserve néanmoins, attention, parce que la stratégie nationale, on est sur de l'intérieur, la stratégie intérieure. On ne compte pas les importations. Et là on se dit, finalement, on a réduit, alors que si on compte les importations, en fait, on stagne. Donc, un enjeu. Donc, ça, c'est le combien. Et puis, j'ai zoomé sur le résidentiel tertiaire. Et là, on voit les comment. Et donc, il y a des indicateurs, donc là, que vous connaissez aussi, hein. Et c'est très clairement identifié. Il faut investir dans le bâtiment, dans la rénovation, dans les énergies renouvelables. Et vous voyez qu'il y a aussi une trajectoire d'investissement avec des paliers. Alors, je ne sais pas ce qui… vous voyez, 2024, on a prévu beaucoup investir. Alors, ça bouge. Néanmoins, c'est des indicateurs. Et vous pouvez suivre la réalité de ces investissements qui vont augmenter dans le temps. Et aussi le nombre, donc ça, c'est des indicateurs de suivi, donc le nombre de logements rénovés. Donc, c'est des programmes nationaux et c'est aussi des leviers. Donc, vous voyez qu'il y a un objectif ici, puis le réalisé, on l'a atteint. Alors, parfois, on voit les objectifs à la baisse pour que le réel rejoigne les objectifs. Donc, ça, c'est ce contexte très global. Zoom, et vous avez tous ces éléments-là, même en Pays de la Loire. Et là, un focus sur ce Zoom Pays de la Loire. Toutes les données, en fait, là, ce qui a été très, très bien travaillé, c'est tous ces observatoires. Et les données sont disponibles open source. Et on voit que le résidentiel a sa part à jouer, hein, les transports routiers et l'agriculture étant un poids important des gaz à effet de serre sur la région. Et ensuite, vous voyez, dans le secteur résidentiel, le poids des gaz naturels et des produits pétroliers pour chauffer est fort. Donc, il y a ça donne des tableaux de bord de pilotage. Hein, c'est ce qu'on fait aussi chez Tuvalu pour les entreprises, parce que là, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est au moins on a appris à piloter les gaz à effet de serre. Et donc, maintenant, il faut que vous aussi, vous appreniez à piloter votre empreinte carbone. Et vous voyez que même Nantes a sa trajectoire avec des objectifs à 2030, moins 50%, des objectifs à 2050. Un petit parallèle, parce que je pense que Novabuild, d'ailleurs, est partenaire des DRO. Vous avez travaillé sur des projets chantiers bâtiments pour justement avoir un outil et savoir comment décarboner concrètement le bâtiment. Et cet objectif moins 50%, c'est un objectif qui a été adopté par les dirigeants responsables de l'Ouest, et puis que vous pouvez, vous aussi, pour simplifier un peu les choses, parce que définir un objectif, vous aligner sur « OK, d'ici 2030, il va falloir que je réduise par 2 mon empreinte. » Il te reste 5 minutes, Marie. Parfait. Pour l'entreprise, et là, c'est là que je vais aller un poil plus vite pour aller vous parler d'un exemple qui est assez emblématique dans le secteur du bâtiment. Il faut savoir, donc déjà, le contexte global vous rappelle que vous n'allez pas y échapper, que ce soit par la réglementation, et les réglementations européennes vont se faire beaucoup plus, d'ici 2024, toutes les entreprises de plus de 250 salariés seront soumises à une démarche de reporting extra-financier et un bilan carbone. C'est un outil de pilotage et de toute façon, vous avez toutes vos parties prenantes qui attendent de vous, que ce soit clients, fournisseurs, salariés, investisseurs, territoires, ONG, tout le monde vous attend de les entreprises un réel engagement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais les méthodes sont structurées en France. En plus, on est très avancé sur la démarche et on utilise une démarche normalisée qui s'appelle le bilan carbone. Et concrètement, il faut démystifier les choses puisque pour calculer un impact carbone, le premier pas est facile. Après, c'est vrai qu'on rentre dans certaines complexités. Néanmoins, on prend des tonnes de matériaux qu'on va multiplier par un facteur d'émission, donc, et je vais parler justement d'aluminium, et qui me donne un impact carbone. Et ça, sur l'intégralité de votre entreprise, Scope 3, etc. Et vous comptez, alors aujourd'hui, plus personne ne parle de Scope 1 et 2, hein, c'est réglementaire, mais vous n'apprenez rien là-dessus. Et toutes les entreprises du bâtiment, vous avez un poids important dans vos achats de matières premières. Le fret est important aussi, avec tous ces postes qui vont constituer les critères, mais c'est comme un bilan comptable, hein, vous avez des comptes et des postes de charge. Je vais aller
pas faire le hop. Je vais donner l'exemple de l'aluminium. Et puis comme ça, je conclurai là-dessus pour tenir le temps comme j'ai promis. En fait, l'aluminium est un matériau qui a un poids carbone très fort. Alors, tous les fabricants de fenêtres alu connaissent bien ce problème et dans le monde du bâtiment, c'est très normé. On fait des fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui présentent et qui calculent l'empreinte carbone, mais pas que. Donc, si on achète de l'aluminium en Chine, eh bien, il va peser, la tonne d'aluminium va peser 25 tonnes équivalent CO2. C'est un équivalent, hein, c'est une monnaie. Par contre, si je l'achète en Europe, je vais réussir à descendre autour de 10. Et si vous aurez ce PowerPoint, et si vous arrivez à intégrer de l'aluminium recyclé, vous baissez d'autant l'impact de l'aluminium. Alors là où il y a 10 ans, franchement, on se disait, bah, on met du recyclé dans l'aluminium et ça ne compte pas. Eh bien, aujourd'hui, et c'est ça le mot de la fin, c'est aujourd'hui, c'est un vrai avantage concurrentiel que d'avoir de l'aluminium bas carbone. Et Hydro, qui est le fournisseur européen de tous les acteurs français qui souhaitent s'approvisionner dans de l'aluminium relativement bas carbone, et ben, ce qu'ils ont fait, c'était en 2019, ils ont dit, bon, nous, on va garder l'aluminium recyclé pour nous. Et comme ça, ils peuvent proposer une nouvelle génération d'aluminium bas carbone, l'Hydro 75R, qui est à 75% composé d'aluminium recyclé. Et là, ils se retrouvent avec un avantage concurrentiel énorme qui chute à 4 kg de CO2 par kilo d'aluminium. Et du coup, aucun pays français, vu qu'ils sont ils sont vos fournisseurs et ils vous fournissent en aluminium classique. Donc, c'est ce symbole-là pour vous rappeler qu'en fait, aujourd'hui, vous allez, l'entreprise de quelque secteur que ce soit, mais du bâtiment, avec la RE 2020 et tout le reste, votre démarche bas carbone en fait un avantage concurrentiel. Et les entreprises qui vont témoigner après que j'ai pu accompagner dans le cadre du chantier du mine de Nantes, qui était un des premiers chantiers à intégrer une clause climat, et bien aujourd'hui, elles ont un peu d'avance et elles peuvent répondre à des appels d'offres publics en répondant à cette fameuse clause carbone. Et voilà. Merci bien, Marie. J'ai une question sur les contraintes juridiques. Tu l'as dit un peu rapidement. Tu as dit le reporting extra-financier sera obligatoire. Est-ce que tu peux nous rappeler s'il y a un seuil d'entreprise et une date? Alors, en fait, il y a le grand chantier taxonomie ou CSRD qui est au niveau européen, qui est un package d'une cinquantaine de lois. Et parmi tout ça, il y a cette loi qui va être… Alors, c'est pas, en plus, dites-vous pas qu'on va avoir du temps parce que ça va être directement intégré dans la loi française. Il n'y aura pas d'adaptation. Ce sera pareil pour tous les pays européens. Et dans ça, il y aura l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés de réaliser ce reporting extra-financier à partir de 2024 sur l'année 2023. Donc, voilà. Il faut mieux se préparer dès 2023. Donc, c'est pas mal de s'entraîner un petit peu avant. Comment on procède concrètement? Quels moyens humains une entreprise doit dédier? Moyens financiers, le cas échéant, le temps que ça prend quand on le fait, le T0, le premier qu'on doit faire? Il y a plein de formules hein, et nous, on essaye de faire des formules très légères pour les PME comme on a pu faire avec les DRO, avec des brigades collectifs. Et le collectif est vraiment super. Donc, Novabuild, vos fédérations maintenant proposent de plus en plus des démarches collectives et on peut réussir en quelques jours à faire une première trame. Moi, je recommande, et après, si on veut aller plus loin, là, vous avez présenté la démarche décarbonation qui est plus complète et elle sera présentée tout à l'heure. Mais moi, j'aime bien, pour les PME, il faut se laisser la possibilité de faire plus simple et surtout pas de commencer très complexe dès la première année parce qu'on a découragé des armées de même si c'est un peu flou, motiver. Même si on a des chiffres en fourchette, c'est ça? Exactement. Et on utilise le bilan comptable parfois, les comptes de charge. On peut convertir des KEO en CO2. Et moi, j'aime bien cette notion d'apprentissage. Et en fait, mais du coup, on veut en savoir plus et identifier les enjeux clés pour aller creuser sur ces sujets-là. Donc, c'est
step by step. Et puis après, vous allez voir, c'est vrai que si il y a un gros enjeu, il faut quand même un responsable RSE ou climat et une équipe, et l'implication de la direction, c'est clé, c'est incontournable. Quand on veut chercher un prestataire, en fait, c'est quoi votre métier? Comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'il faut cliquer sur Google pour trouver le prestataire? Alors, juste, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors nous, on est éditeur de solutions logicielles et donc, on accompagne plein de partenaires qui vont vous accompagner. Et en fait, aujourd'hui, il faut être conscient que tout le monde veut se mettre au climat et qu'il y a une petite pénurie d'experts. C'est bien. Et donc, nous, on va former. On a créé une académie. Donc, formez-vous. Il y a des super formations. Nous, on forme. Il y a de plus en plus de formations. Et puis après, sinon, bilan carbone, décarbonation, processus BPI. Et la seule recommandation, vraiment, c'est ne faites pas un scope 3 exhaustif et complet tout de suite. Est-ce que tu peux nous rappeler, parce que tu l'as dit rapidement, c'est quoi scope 1, scope 2, scope 3, quand on est encore un peu dans le b.a.-ba pour un certain nombre de nos auditeurs? Ouais, après, moi, je trouve ça un peu techno, mais 1 et 2, c'est juste l'énergie et les émissions directes qu'on va avoir sur son site, l'énergie, quelques gaz de clim, éventuellement les émissions d'une flotte de véhicules, si on en a. Donc, c'est le chauffage et les voitures? Ouais, c'est même c'est ça. L'énergie, toute l'énergie et les gaz de clim et un peu les voitures quand on les a. Et ensuite, c'est tout le reste. Donc, ce que je veux dire, c'est que accepter de voir flou, mais identifier les enjeux clés. Et ne vous épuisez pas sur. J'ai des clients qui ont passé des heures à peser leur poubelle. C'est peut-être pas ça le sujet. Faites simple. Peut-être que c'est le mot de la fin, Marie, le fait simple. On va poursuivre notre dialogue. En fait, c'est le côté, on est devant l'Everest et si on a envie de grimper tout là-haut, il faut démarrer par le premier pied. Et puis tous ceux qui marchent en montagne, ils savent c'est un pied devant l'autre. Et puis à la fin de la journée, quand on y va tous ensemble et en chantant, c'est plus facile. Excellent. Si en plus il faut chanter. Voilà. Non, sinon c'est trop déprimant comme sujet. Je vous assure que ne vous laissez pas. Enfin, ça arrive. C'est une prise de conscience qui est quand même. Effectivement, c'est l'Everest et on risque quand même. Notre économie va être challengée encore plus qu'avec ces crises récentes. Donc, soyez conscients de l'urgence de le faire et du fait que c'est une super opportunité de changer son entreprise pour qu'elle devienne bas carbone. Merci pour ce message. N'hésitez pas à nous contacter. Un peu d'aluminium, et je crois qu'on a un professionnel de l'aluminium qui va arriver tout de suite, qui est Jérôme Le Gall, directeur général exécutif de Sofradi, président de Novabuild. Alors Jérôme, est-ce que tu peux nous rejoindre sur scène et dans quelques secondes nous expliquer un petit peu la démarche que vous êtes en train d'enclencher à Sofradi? Je crois que c'est quelque chose d'encore un petit peu récent chez vous. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on est effectivement au démarrage on vient de passer commande à la BPI du projet décarbonation. Donc, voyez, on est au démarrage d'un bilan carbone dans les prochaines semaines chez Sofradi. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que a germé l'idée et comment cette idée est devenue un projet en interne? Déjà, nous, Sofradi, c'est vrai qu'on est une entreprise qui s'appelle Société Française d'Isolation. Donc, depuis, on a vécu les 10 dernières années autour de l'énergie. Donc, c'est vrai qu'on est un peu les spécialistes de la mise en œuvre de solutions isolantes pour réduire les consommations énergétiques. Mais la notion de carbone n'était pas encore mature du tout chez nous. Et donc, déjà, par mon rôle auprès de Novabuild, où je côtoie des gens extrêmement informés, j'ai pu assez facilement me rendre compte de l'importance par rapport à la planète de travailler sur ce sujet du carbone. Donc d'abord, il y a l'effet réseau. Voilà, l'effet réseau. Et puis derrière, me rendre compte que nos prestations d'isolation, certes, isolent, mais en même temps, la matière dont elles sont composées impacte fortement aussi le bilan carbone. Et donc, en même me dire, ça peut être aussi un avantage concurrentiel de pouvoir proposer à des clients de la valeur ajoutée, à la fois énergétique, mais aussi carbone. Et si on essaye de décortiquer un peu le processus de décision, est-ce que c'est une idée d'un chef et puis on se dit, c'est son truc, comme ça arrive parfois dans les entreprises, et puis ça lui passera avant que ça nous reprenne? Ou est-ce que vous avez réussi à créer un collectif dans l'entreprise sur ce sujet?
Bon, j'avoue que j'ai eu mon rôle aussi en tant que directeur général, mais déjà, j'avais déjà intégré la création d'un poste de responsable recherche et développement il y a 5 ans chez nous, et puis aussi d'un directeur qualité, sécurité, environnement. Donc, j'avais déjà 2 personnes, 2 cadres dédiés aux thématiques environnementales ou de recherche un peu plus fondamentale. Et donc, tout naturellement, ces gens-là, ça fait quelques temps qu'ils venaient me sonner à ma porte en me disant Jérôme, parce qu'ils font de la veille, hein, ils lisent la presse, etc. Il me dit voilà, il faut vraiment qu'à un moment, on passe le cap. On peut pas, en tant qu'entreprise qui se veut spécialisée d'isolation sur les Pays de Loire ou le Grand Ouest, ne pas être un petit peu sachant sur ces thématiques. Donc, ça a été quand même fait par des gens qui étaient en veille, parce que j'avais la chance d'avoir déjà investi. Je pense qu'une entreprise aujourd'hui moderne, un responsable, un petit responsable doit se laisser un peu de temps pour faire de la veille. Et quelqu'un qui est un peu en veille, le sujet carbone, ça fait quelques temps qu'il était un petit peu, je dirais là, mais qu'on ne le voyait pas toujours. Et accepter de se faire bousculer par ses collaborateurs qu'on a recrutés aussi pour ça. Exactement, parce que derrière, une fois que les gens te mettent face au sujet, et en plus qu'ils parlent en termes de citoyens, parce qu'en plus, évidemment, mon responsable R&D, il vient en vélo, il est très motivé, il habite pas loin, donc il est quand même assez militant dans les sujets. Donc, il est bien avec des arguments qui sont sensés. Et donc, en tant que responsable, oui, maintenant, il faut l'écouter. Et une fois qu'on dit go, il faut assumer son action. Et la direction elle-même, comment est-ce qu'elle a été acculturée? Est-ce qu'il y a eu des réunions de travail sur ce sujet-là avant de prendre la décision d'enclencher, ou c'est justement maintenant que ça doit arriver? C'est maintenant que ça doit arriver. Et d'ailleurs, on a prévu dans l'accompagnement assez vite de faire une fresque du climat au niveau de la direction pour que les gens raccrochent le sujet qui peut être un sujet un peu techno, comme dit Marie. Le carbone, c'est pas très sexy, ça fait très comptable. Or, derrière, il y a quand même un enjeu d'un futur plus désirable, la préservation de la biodiversité, les animaux, le vivre ensemble. Il y a énormément de thématiques qui sont très, je dirais, intéressants et qui sont même qui sont passionnants. Hein. Donc, l'idée, c'est et puis de raccorder à soi. Donc, ce type d'outil, je sais, la fresque, on n'en a pas encore fait nous en interne chez nous, mais c'est un outil que je vais rapidement mettre en place pour aussi raccorder le carbone à quelque chose de peut-être plus vrai sur l'eau, sur le réchauffement, mais avec des mots et des choses qui touchent et qui vont dans l'émotion. Parce que je pense qu'on a besoin de ressentir des choses avant d'avoir des tableaux Excel qui comptent tout. Quoi. Est-ce que tu sens des réticences en interne, des points de passage qui vont consommer un peu d'énergie et qu'il va falloir passer? Clairement, je dirais mes équipes opérationnelles, je le vois bien, elles sont plutôt concentrées aujourd'hui sur le coût, le délai et la qualité. C'est vraiment ça. Donc, mes directeurs... C'est un peu ça que vous leur demandez aussi. C'est un peu ça qu'on leur a demandé depuis 50 ans. Donc, aujourd'hui, on a des directeurs commerciaux qui me disent OK, le carbone, mais moi, mes clients ne me le demandent pas. Donc, être proactif pour eux, ce n'est pas naturel. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a un gros travail, nous, en tant que direction, c'est de acculturer les gens, leur faire comprendre le sens, le pourquoi. Parce que si on ne vient pas les former, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est vécu comme étant la 4e roue du carrosse encore pour 90% des gens dans mon entreprise. Mais cette question du client qui ne le demande pas, c'est vrai que si vous n'y allez pas parce que le client ne vous le demande pas, vous ne le demanderez pas non plus à vos fournisseurs. Comment est-ce qu'on fait pour que ça démarre en fait? Parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup dans notre profession. En tout cas, l'exemple de l'aluminium cité par Marie est quand même bon. Ça fait quelques temps, en tout cas, que le syndicat national de l'aluminium savait qu'il y avait des lobbies d'autres matériaux qui étaient plus en avance, comme le bois. Et donc, ils ont pris le sujet à bras-le-corps. Donc, ils se sont dit, de toute façon, parce qu'on disait que l'aluminium est 100% recyclable, mais dans les faits, on recyclait l'aluminium des fenêtres pour en faire autre chose. Donc, l'aluminium recyclé n'allait jamais dans les fenêtres. Donc, quelque part, dans le bilan carbone d'une fenêtre, c'était très, très, très mauvais. Aujourd'hui, les gens comme le groupe Hydro, la marque Tecnal, par exemple, s'est dit, maintenant, je vais vraiment mettre en place des filières où l'aluminium recyclé repart dans les fenêtres. Donc, il y a des vrais enjeux aussi économiques, mais ça passe par, il faut un peu du temps, ça passe par le collaboratif, et puis c'est très systémique. Hein. C'est que l'entreprise doit un petit peu mettre la pression sur son fournisseur, doit être force de proposition auprès du client, qui lui-même, quel est le client du client? On sait bien aujourd'hui, c'est un peu la loi. C'est qu'on a quand même une stratégie bas carbone, on a la réglementation environnementale, donc on n'aime pas toujours les lois, mais elles ont ce mérite quelque part de pousser les promoteurs, ceux qui sont au tout début de la chaîne, à agir. Donc, il y a un travail itératif. Et vous qui travaillez beaucoup l'aluminium, les façades que vous mettez au point sont souvent reposent sur l'aluminium. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un vrai risque que votre société ne soit plus dans le marché dans la décennie si vous ne faites pas
quelque chose de particulier? Est-ce que ça a fait partie des motivations? Si je pose la question, c'est que je l'ai entendu dans d'autres sociétés, disant que en fait, il y a une motivation de décrocher du marché si jamais on ne fait pas un certain effort. Oui, très clairement. En tout cas, ça serait prendre un gros risque de ne rien faire et se dire, de toute façon, on va trouver une solution technique qui va répondre aux problèmes et on ne change rien et ça va bien se passer. Je pense que ce serait complètement inconscient de la part d'une direction, surtout que nous, on a quand même 250 salariés, familles attenantes. Donc, quand même, il y a des gens qui comptent sur nous pour que la boîte soit pérenne. Donc, je pense que ce serait quand même prendre un risque. Et en plus, je pense qu'on est capable, c'est la force de nos entreprises, on fait quand même beaucoup de sur-mesure, nous, on n'est pas les gros industriels. Donc, demain, s'il fallait changer de matériaux, on serait capable de le faire, mais il faut bien sûr l'anticiper, changer un peu nos machines-outils. Donc, ça se travaille dans le temps et ça ne s'improvise pas la veille pour le lendemain. Mais donc, c'est le bon moment pour déjà, par le bilan carbone, se poser les bonnes questions. Parce que le gros sujet qu'on a souvent, c'est qu'on n'a pas les grands nombres, on manque de choses concrètes pour nous aider, nous, entrepreneurs, à agir et agir sur les vrais sujets. Et Marie avait raison, c'est bien le scope 3 qui est le scope le plus passionnant. Ce n'est pas aujourd'hui, même si on a mis des bornes électriques chez nous, l'énergie de nos véhicules est importante. Pour autant, c'est avant tout nos produits qu'il va falloir travailler au corps. Alors, vous avez démarré une démarche Diag décarbonation avec la BPI. Est-ce que tu peux nous raconter, on entendra tout à l'heure la BPI, mais comment vous avez démarré le contact? Pourquoi vous avez choisi ce produit-là, enfin cette prestation-là, et si tu peux la décrire en quelques secondes. On l'a trouvé intéressante parce que déjà, elle répondait à un besoin. Elle est quand même assez conséquente, c'est 12 jours, donc c'est déjà pas mal. Tout en ayant un prix, c'est environ 4 000 € parce qu'il y a à peu près 6 000 € qui sont pris en charge par la BPI. Et donc, j'estime un prix qui reste raisonnable compte tenu de ce que ça met en place. Ce qui est intéressant, c'est que la BPI, quelque part, a son rôle de mettre en œuvre le produit, mais derrière, ils nous ont donné 2-3 consultants techniques. Et donc, on les a appelés en direct et on a pu choisir, on en a trouvé un très bien, le prestataire technicien qui va venir nous accompagner, parce que les gens de la BPI ne sont pas des techniciens du carbone. Et donc, on a trouvé intéressant. Et en plus, on a une certaine latitude, par exemple, dans les 4 000 €. Pourquoi? On va peut-être faire une fraise du climat. En tout cas, on va pouvoir, avec eux, dans les 12 jours, construire un programme vraiment adapté à notre entreprise. Donc, c'est le message que je voudrais passer à ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas un cadre imposé. C'est vraiment du sur-mesure. Et donc, on trouvait vraiment l'outil intéressant, pas excessivement cher. Et puis, le consultant, on l'a trouvé vraiment pertinent. Donc, voilà pourquoi on a choisi cet outil. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Bonne question. Je ne peux pas te dire parce que je n'ai pas encore le Diag carbone, mais très clairement, je peux citer une entreprise que je connais bien qui s'appelle le groupe Isor, qui est aussi, je crois, qui travaille avec la BPI dans l'outil un peu plus conséquent. Ils vont assez loin sur les matériaux, sur le changement. Ils remettent des structures bois au lieu des structures aluminium pour faire du bardage. Non, je pense qu'on peut aller assez loin. Son entreprise doit vivre avec son temps. Et aujourd'hui, ça serait vraiment… c'est la chance. Moi, c'est mon côté peut-être optimiste, mais je vois beaucoup d'opportunités. Mais ça passera par des changements. Et d'ailleurs, j'envisage très clairement, parce qu'un des gros sujets que je me rends compte, c'est qu'on a des activités qui sont quand même assez traditionnelles. Et quand je parle à mes directeurs d'activité de changement tel qu'on en parle, pour eux, c'est encore vécu comme quelque chose de pas important. Donc, je pense que je serais plutôt dans une création. Je me vois plus créer une activité dédiée qui va… pas à pas et s'aimer auprès des autres plutôt qu'imposer dans des activités qui sont déjà matures des choses nouvelles qui sont des fois vécues comme une contrainte de plus. Donc, je pense que moi, très vite, j'ai déjà quelqu'un repéré chez moi, un jeune qui a bien envie de ça. En plus, la jeunesse est motivée par ces thématiques. Pourquoi pas créer avec lui un nouveau métier autour du biosourcé, autour de nouveaux matériaux. Et je pense que ça peut, derrière, essaimer auprès des activités plus matures qui regardent ça encore aujourd'hui d'un peu loin. Merci beaucoup, Jérôme. Je pense que le propos résonne pour beaucoup de monde dans l'assistance. On poursuivra le dialogue tout à l'heure. Je vais proposer maintenant à Samy Guillard, qui est coordinateur bas carbone des ateliers David du groupe Pacieo, de venir nous rejoindre. Et on va faire un peu le même type de dialogue tous les deux sur l'engagement du groupe Pacieo. Un peu au même titre qu'Isor Bâtiment, dont on parlait tout à l'heure, qui sont rentrés dans l'accélérateur décarbonation. Mais avant de rentrer dans le détail de ce qu'est cet accélérateur, bonjour Samy, peut-être nous raconter, comme on l'a fait avec Jérôme, l'origine, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette question de la démarche bas carbone?
D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour nous, comme l'expliquait Marie tout à l'heure, notre premier contact avec la notion d'analyse de cycle de vie et de décarbonation, ça s'est fait sur le MIN, le nouveau MIN de Nantes, à partir de 2018. Donc, le marché d'intérêt national. Exactement, ouais, à Rezé, qui se trouve à Rezé maintenant, pour lequel on était avec Sofradi également. C'était pour nous le premier contact sur ce qui était cette démarche carbone. Parce qu'en fait, il y avait un marché où il y avait des demandes dans ce marché-là. On avait une obligation contractuelle d'établir l'ACV de notre activité sur ce chantier, sur ce dossier. Donc pour nous, c'était un grand flou. On s'est rapproché de Tout-Value pour pouvoir nous accompagner, qui nous a aidés, aiguillés et accompagnés, qui a fait preuve de beaucoup de patience là-dessus. Et on s'est rendu compte, par le biais de ce calcul, en fait, on n'avait aucun objectif, mais on avait juste une présentation à faire. Ça nous a permis de nous rendre compte un petit peu de ce qu'on générait comme carbone sur un chantier et de notre activité, ce qu'elle pouvait générer. Et on s'est dit qu'il ne fallait surtout pas rester en marge, que cette obligation contractuelle allait devenir de plus en plus présente et qu'on allait devoir s'y mettre à fond. Donc, suite à ce dossier, on a quand même eu un petit peu de latence, comme toujours, un peu. Enfin, voilà, il y a eu un peu d'inertie. 2020, il y a eu d'autres événements qui ont été un peu perturbateurs, qui nous ont laissé encore un peu de côté le sujet. Jusqu'à ce qu'il y ait un point de bascule qui se fasse, on a traité une affaire sur la région parisienne, qui est un énorme chantier de bureaux, le plus gros création de bureaux en ossature bois, je crois, de France ou d'Europe, qui est Arboretum, et sur lequel, là, contractuellement, on avait l'obligation de réaliser notre ACV, mais on a également un objectif carbone à ne pas dépasser. Donc, on s'est remis un petit peu sur ce qu'on avait appris sur le MIN. On a également, on se fait accompagner aussi parce qu'il a fallu quand même qu'on calcule et qu'on trouve aussi des alternatives. Ce n'était pas juste de présenter un bilan carbone, c'était également de présenter des dispositifs constructifs qui nous permettent de rester dans le spec imposé par le dossier pour obtenir la certification BREEAM, donc E+, C-, avec un taux de carbone maxi. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la genèse de notre démarche. Donc on voit l'importance de la commande pour des entreprises de construction et c'est un message qu'on a envie d'envoyer aussi aux gens qui, dans l'assistance, sont maîtres d'ouvrage, aménageurs, voire collectivités locales. Ce cadre-là a des effets d'entraînement directs. Ensuite, en 2021, vous avez pris contact avec les BPI. Là aussi, c'est peut-être intéressant de raconter comment on a toujours un peu d'appréhension quand on est entrepreneur, prendre contact avec un organisme public, parapublic. Comment ça s'est passé, cette prise de contact ? En fait, donc, pour en revenir sur ce dossier-là, du fait qu'on se renseigne un petit peu de comment faire pour nos calculs d'ACV, on s'est rendu compte aussi que forcément, on générait du carbone essentiellement de par le fait de notre achat de matière première qui est l'acier. Donc, on a pris contact avec des organismes comme le CTICM et également merci Novabuild parce que la mise en relation avec la BPI s'est faite par le biais de Novabuild. Et donc François Poyer, qui va intervenir tout à l'heure, nous a parlé de justement cet accélérateur décarbonation qui est initié par la BPI avec l'ADEME et l'École des mines de Paris, François en parlera plus dans le détail, mais on est 15 PME dont Isor, qui est dans le bâtiment et dont Jérôme a parlé tout à l'heure, qui faisons partie de à l'échelle nationale. 15 entreprises PME, à l'échelle nationale, ouais, et qui ne sont pas spécifiquement dans le bâtiment. Et 3 entreprises du bâtiment en Pays de la Loire, dans les 15 nationales. Exactement. Donc voilà, la mise en relation s'est faite comme ça, et c'est par le biais de tous d'aller chercher des informations à droite, à gauche, qu'on a communiqué un petit peu là-dessus, sur notre désir en tout cas de pouvoir avancer sur ce sujet-là. Et il est de toute façon nécessaire d'y arriver. Tout à l'heure, je disais, vous êtes coordinateur bas carbone. Alors non. Pour resituer, non, je suis chargé d'affaires aux ateliers David. Donc moi, je n'ai aucune formation ni aucune notion d'environnement. Non, il y a quelqu'un justement dans le cadre de cet accélérateur. Le chemin va être long, difficile. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il va falloir qu'on relève les manches. Donc on a un collaborateur qui nous a rejoint, qui va être justement, sa mission, ça va être de gérer cette transition environnementale bas carbone. Pour reprendre un peu
le fil de discussion qu'on avait avec Jérôme tout à l'heure, le processus de décision chez Atelier David ou même dans le groupe ASIO, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un peu une question un peu isolée et qui n'essaime pas complètement en interne, ou ça devient une culture un peu globale? Alors, à la base, c'est sûr que c'est du fait de la réglementation, on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on passe à côté. En même temps, c'est un sujet actuel et réel qu'il ne faut pas laisser passer parce que voilà, c'est la réalité des choses. Il ne faut pas juste qu'on se cache en se disant on attend qu'on vienne nous chercher sur ce sujet-là pour pouvoir avancer. Donc, soit on est juste spectateur, soit on devient acteur. C'est pourquoi, justement, on fait cette démarche. Et également parce qu'on s'est aussi rendu compte, peut-être un peu tardivement, que pour pérenniser l'entreprise et attirer les jeunes talents, on avait aussi besoin d'aborder ce sujet. Aujourd'hui, on ne tire pas les gens, et notamment les jeunes, simplement en leur disant voilà, on est une entreprise de construction, on va vous payer tel prix, on fait telle chose, c'est techniquement hyper intéressant. S'il n'y a pas le sujet environnemental, on peut avoir on peut être la meilleure entreprise du monde, on laisse passer les meilleurs. Concrètement, dans des entretiens de recrutement de cette dernière année, c'est des questions qui sont arrivées dans l'échange? C'est devenu même presque pas la plus importante, mais pas loin. Je dirais qu'en disant, je ne me considère pas comme vieux, mais dans ma génération, ce n'était pas du tout dans un critère de choix. Ouais. Aujourd'hui, c'est dans les 2 premiers critères de choix en tout cas, les questions qui nous sont posées quand on veut recruter quelqu'un, c'est qu'est-ce que vous faites pour l'environnement, quelle est votre démarche environnementale au sein de l'entreprise. L'ARE 2020 commence à être appliqué. Dans un premier temps, on établit on donne de l'information. En fait, on va aller chercher de l'information pour voir le poids carbone du bâtiment. Et puis, petit à petit, il va y avoir des seuils qui vont être à atteindre. Vous voyez ça comment dans un groupe comme le vôtre aujourd'hui? Aujourd'hui, le fait qu'on se renseigne et qu'on travaille sur le sujet, on s'est équipé d'un logiciel de calcul qui nous permet aujourd'hui de calculer notre ACV pour les projets et qui nous permet, alors ce qu'il y a d'intéressant par l'accélérateur et par cette démarche carbone, c'est que hormis le côté environnemental, on se rend compte qu'on a économiquement certains leviers qu'on peut actionner pour pouvoir nous permettre d'aller chercher et une amélioration carbone et une amélioration financière. Aujourd'hui, notre démarche est de se dire que si on a un ouvrage qui est proposé, on peut, nous, en effet, proposer une alternative bas carbone de par soit un différent mode constructif, soit avec des matériaux différenciants qui soient pertinents aussi bien économiquement qu'en termes d'environnement. Alors, on a parlé rapidement de l'accélérateur de la BPI. Comment vous avez démarré, je pense que ça fait déjà une petite année. Ça se passe comment? C'est des rencontres, l'échange avec les collègues qui sont dans d'autres métiers, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, nous donner envie pour peut-être s'inscrire dans une prochaine génération? En effet, alors l'accélérateur, ça se passe sur 2 ans. On a commencé en octobre 2021 pour notre part, donc avec un séminaire, une série de séminaires qui se sont déroulés sur Paris directement à l'école des mines et au siège de la BPI. Ensuite, concrètement, vous y allez à combien? Il n'y a qu'une seule personne pour la société? Vous pouvez y aller à plusieurs? Alors, on peut y aller à plusieurs. Généralement, c'est 2 personnes. Il y a soit le dirigeant et une personne qui suit au niveau environnement. Donc, je me suis porté volontaire et on m'a aussi désigné. Disons que c'était une discussion entre Cyril Milon et moi. Donc, on y va tous les deux pour le moment. Ensuite, on a un accompagnement personnalisé. Donc, comme disait Jérôme, on a 12 jours. On a un coordinateur qui est mandaté par la BPI et casté par la BPI et qui va nous permettre justement d'avancer sur le point, personnellement, au niveau de l'entreprise directement. Et ce qui est hyper intéressant dans l'accélérateur, hormis les sujets environnementaux qu'on aborde, c'est qu'on aborde également les sujets business, marketing, production, organisation, stratégie. C'est plein de choses, en fait. On regroupe tout un tas de sujets autour de l'environnement qui vont nous permettre d'avoir un axe, une stratégie commune par l'environnement, mais également sur tous les autres sujets. C'est un peu comme le disait Marie tout à l'heure, forcément on est obligé de tout revisiter, donc ça touche à la stratégie de l'entreprise. C'est pour ça que le travail va être long, mais en même temps il est nécessaire et ça va nous permettre d'évoluer dans le bon sens et de ne pas faire d'erreur justement pour qu'on puisse se retrouver à être obligé de faire marche arrière ou demi-tour dans quelques années. Et en plus, la démarche BPI par laquelle l'ADEME participe, c'est une démarche qui est très cadrée avec le système acte pas à pas. Donc, on a vraiment une feuille de route établie.
Il y a des entretiens. On sollicite les parties prenantes également pour pouvoir avoir un peu leur point de vue sur ce sujet vis-à-vis de notre entreprise, du marché, de la construction de manière générale. Donc, c'est hyper intéressant et ça nous permet de nous ouvrir et de découvrir aussi des choses qu'on n'avait pas vues jusque-là et pourtant, on les avait presque sous le nez. Est-ce que vous avez l'impression que petit à petit, vous allez être en capacité de renoncer à un certain nombre de choses, renoncer à un projet d'un client qui peut-être même est très intéressant, mais qui ne rentre pas dans la stratégie bas carbone, ou c'est encore un petit peu tôt? Alors, je pense qu'on ne pourra pas renoncer à un projet client qui n'est pas bas carbone parce que les projets clients seront bas carbone. Donc, la question ne se pose pas. Aujourd'hui, les projets ne pourront pas ne pas prendre cette notion en compte du fait de la RE 2020, même si elle n'est pas encore applicable pour tout type de bâtiment. Mais oui, bien sûr, on sera très regardant et en tout cas très moteur sur ce sujet-là. Comment vous voyez la suite dans l'entreprise? Alors, la suite dans l'entreprise, à court terme, on essaye de travailler, enfin, on travaille sur les sujets qui sont faciles et visibles. C'est-à-dire que pour l'instant, pour ne pas se perdre à faire des démarches qui vont être beaucoup plus longues, on parlait tout à l'heure des scopes 1 et 2, même si ce n'est pas ce qui est le plus visible, c'est ce qui est le plus facile en termes d'action, avant d'agir sur le scope 3, sur tout ce qui est donc fournisseurs, les amont et les avals. Donc, on va travailler. Nous, pour notre part, en tant que société de construction métallique, on a 60%, on a fait notre bilan carbone donc, pour l'accélération. À peu près 60% de nos émissions viennent de l'achat de matière qui est l'acier. Donc, on sait qu'il y a énormément de travail à faire sur l'acier, mais c'est aussi le sujet sur lequel on a le moins de levier parce qu'on n'est pas petite entreprise de construction métallique, on n'a pas de gros pouvoir sur ce sujet-là, si ce n'est de se tenir informé et d'essayer de comprendre comment marche cette filière pour pouvoir aller tirer les bonnes ficelles. Enfin, en tout cas, pouvoir nous permettre d'avoir un choix, non pas que sur le prix, mais également sur les démarches qui sont occasionnées par ces entreprises, enfin, qui sont envisagées par les entreprises et par les fournisseurs. C'est un peu la même question que Jérôme sur l'aluminium. Vous êtes une entreprise accolée à un matériau. Le groupe, il s'appelle même Acieo, donc vous n'allez pas vous appeler Boiseau un jour, vous vous appelez Acieo. Comment vous voyez la relation justement avec votre matériau, les questions de recyclabilité, comment est-ce que ce matériau peut évoluer pour vous permettre de rester dans le marché, de rester dans les clous? Alors là, en termes de maturité, le matériau acier reste quand même un matériau qui est, à mon point de vue, compétitif en termes de carbone parce qu'il est recyclable, il ne perd pas ses propriétés physiques et mécaniques, donc on peut le réutiliser, le recycler et le réutiliser. Après, il y a tout un tas de sujets qui vont devoir être abordés sur la réutilisation. Maintenant, il n'est pas impossible aussi que l'entreprise, comme disait tout à l'heure Jérôme, et ce que font d'autres confrères, c'est-à-dire qu'on mixe un petit peu les matériaux au sein de notre cœur de métier. Donc, on peut aller chercher des matériaux qui sont biosourcés, on peut aller chercher des techniques de construction et de production un peu différentes qui nous permettent d'être plus compétitifs et en tout cas d'aller dans le bon sens vers une décarbonation de notre activité. Mais non, je ne vais pas vous dire aujourd'hui on va laisser tomber l'acier pour faire du bois. Ce n'est pas du tout dans la stratégie de l'entreprise, ça c'est sûr. On a là une question de Vincent Gautreau qui, à mon sens, connaît bien votre métier, en tout cas bien mieux que moi, qui tente à penser que la technique actuelle consiste à gagner du poids sur les pièces que vous livrez et que cette technique-là, en réalité, provoque beaucoup de pertes de matière et que peut-être que c'est contradictoire. Est-ce que la réflexion que vous avez sur le carbone peut vous amener à changer votre process de production? Et puis, on disait, par exemple, il faudrait en fait mettre plus de temps, donc peut-être un coût supérieur, puisque s'il y a plus de temps, il y a plus de gens qui travaillent sur les produits pour pouvoir rentrer dans une démarche bas carbone. Ça, c'est des questions que vous commencez à vous poser? Ouais, bien sûr. Après, hormis le côté, on génère des chutes, on génère du déchet, en effet, on y travaille aussi parce qu'on s'est rendu compte quand on a fait ce bilan carbone et quand on travaille sur la partie déchets qu'on génère de la chute. Et il faut qu'on s'améliore sur ces sujets-là. Maintenant, on travaille aussi, mais sur un maximum de standardisation des process pour qu'on puisse justement avoir le moins d'éléments différenciants possibles qui nous permettent de ne pas générer de chutes et qui sont moins énergivores. Enfin, quand je dis énergivore, ce n'est pas énergivore, mais disons qu'on va chercher qu'on ait moins d'entrants.
enfin, en tout cas qu'on diversifie moins les entrants pour pouvoir aller vers quelque chose de plus standardisé. Alors c'est un peu yaka faucon, et puis ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais en tout cas, il y a un vrai sujet de réflexion, mais qui se fait à notre niveau, avec les parties prenantes, et qui va nous permettre d'évoluer et d'aller dans le bon sens, quoi. Mais on a aussi besoin de nous améliorer sur la maturité de la filière, et en tout cas au niveau de la production de l'acier aujourd'hui, qui reste un peu mauvais élève. Mais ça n'est pas que de notre fait. Mais en tout cas, on insiste, on pousse avec le CTICM notamment, et pour aller chercher et voir un petit peu comment ça se passe un peu en amont. Donc ça, c'est le centre technique de la profession. Exactement, ouais, la construction métallique. Merci beaucoup, Samy. On se revoit dans un quart d'heure après l'échange et la présentation de la Banque publique d'investissement. On aura un dialogue à 4, et notamment on répondra à la question de Julie Tessard qui vient de nous demander un petit peu quelles sont les actions faciles et visibles. On imagine bien, pour pouvoir enclencher quelque chose en interne dans une entreprise, on a besoin je crois que Marika Frenette utilise des fois les mots quick win. Je pense que c'est ça un petit peu qu'on cherche. Mais avant de passer au quick win, François Poyer est avec nous. Merci François. Alors on a deux produits de la BPI tout à l'heure. Mais j'imagine qu'il y a une action un peu plus globale de la Banque publique d'investissement qui joue pour l'État un rôle d'accompagnement des entreprises, et donc dans la stratégie bas carbone. Est-ce que vous pouvez nous remettre un peu tout ça en perspective ? Oui, merci. Bonjour à tous. Merci Pierre-Yves et merci Novabuild. Et je tiens à remercier les 3 témoins, Marie, Jérôme et Samy, pour leurs témoignages très concrets sur leurs actions. Effectivement, depuis maintenant 2 ans, BPI France, alors je ne vais pas refaire, vous connaissez BPI France, je suppose, je ne vais pas refaire l'ensemble de nos métiers, ils sont larges et ils sont puissants, mais ils sont orientés sur les projets des entreprises. Et depuis 2 ans, on a effectivement bâti un plan climat chez nous qui couvre tous les métiers de BPI France sur la partie financement, investissement et évidemment sur la partie accompagnement, parce que au-delà de l'aspect financier, de la partie liquidité qu'on peut injecter dans toutes les entreprises à côté de nos partenaires bancaires, on est aussi persuadé qu'il faut aussi doter les entreprises de capital humain, et on a cet écosystème aujourd'hui, il est présent. Donc ce que je vais surtout vous présenter aujourd'hui, c'est les 2 dispositifs Diag Décarbonation et accélérateur décarbonation, mais gardez à l'esprit qu'on a aujourd'hui effectivement sur la partie financement des offres de financement qui sont adaptées pour financer ces projets qui sont évidemment avec des maturités un peu plus longues en termes d'investissement, et donc on a aujourd'hui en face des ressources financières qui sont capables d'accompagner avec des maturités de dette qui sont aussi assez longues avec des différés d'amortissement. Donc je vais vous présenter un petit peu le Diag Décarbonation. Il est alors du coup on l'a bâti avec l'ADEME, qui est finalement la partie référence sur l'état de l'art sur les sujets de bilan GES ou de méthodologie ACT, comme on a parlé Samy tout à l'heure. Donc ça, le Diag, c'est ce qu'on a vu aussi avec Jérôme. Oui, Le GAL, c'est ce qui a été engagé chez Sofradi. C'est la première étape, en fait. C'est la première étape, exactement. Et puis, beaucoup de choses ont été dites, notamment sur les constats, mais c'est vrai que quand on touche à des sujets climat, c'est parfois même, au-delà de la partie motivation, mais c'est surtout anxiogène, parce que ça nécessite de remettre tout à plat et de faire changer les choses. Et donc, on sait bien que le changement, c'est pas forcément la première qualité de l'humain. Et donc, effectivement, le constat a été fait que aujourd'hui, il y a une pression réglementaire qui s'accroît, il y a une pression des grands donneurs d'ordre qui s'accroissent sur effectivement au niveau de leurs sous-traitants de pouvoir fournir un peu de data, de mettre en place des démarches RSE, de publier son bilan GES. Il y a la contrainte réglementaire, Marie l'a dit en introduction, 2024 pour les entreprises de plus de 250 salariés, mais ça va sur les années qui vont suivre, ça va encore diminuer en termes de plancher d'entreprise, de salariés. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vous proposer de réaliser votre bilan GES, mais pas que. Le Diag Décarbonation, c'est vraiment un bilan GES augmenté. Donc l'idée, c'est de travailler avec un bureau d'études, un consultant. Donc on a aujourd'hui fait le travail que vous n'avez pas forcément le temps de faire, c'est-à-dire, et Pierre-Yves le disait très justement, c'est qu'est-ce qu'on tape sur Google.
pour trouver un consultant capable d'accompagner sur ces sujets-là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir cette ressource en interne, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément évident, et surtout avoir la méthodologie. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, nous, habilité une centaine de bureaux d'études. Donc, on est à 5 entreprises, notamment sur la partie Pays de Loire, d'entreprises qui sont habilitées pour réaliser avec nous ce DIAC décarbonation, qui effectivement, comme le disait Jérôme en introduction, qui va se dérouler sur 12 jours d'intervention, qui vont s'opérer en 2 temps, c'est-à-dire effectivement entre 6 et 7 jours d'une phase de réalisation du bilan GES. Donc derrière, vous avez, à la fin du DIAC décarbonation, vous avez vraiment votre bilan GES avec les 3 scopes, scope 1 et 2 qui sont évidemment les plus simples, mais aussi le scope 3 qui est effectivement le plus compliqué parce qu'il intègre toute la chaîne de valeur de l'entreprise, alors que le scope 1 et 2, comme l'a dit Marie, c'est surtout les émissions directes ou indirectes, mais liées à la consommation énergétique. Et donc, les 6 et 7 premiers jours vont vraiment être sur la réalisation du bilan GES, donc quantifier le volume d'émissions et de gaz à effet de serre que vous produisez. Et les 5-6 derniers jours sont plutôt sur la réalisation du plan d'action, qui est le cœur du sujet, parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas forcément d'avoir la quantification du bilan GES, c'est surtout de voir dans quelle zone vous êtes impactant à ce niveau-là, et derrière de construire le plan d'action et quels objectifs vous vous donnez derrière. Et enfin, il reste un dernier jour, on le destine plutôt à un plan de valorisation, comment tout le travail que vous avez effectué sur ce DIAC décarbonation, comment vous le valorisez auprès de vos collaborateurs, auprès de vos clients, auprès de vos partenaires. Parce que ça devient aujourd'hui une arme compétitive d'être en avance sur ces sujets-là. Et donc, on a vraiment cette ambition à la fois effectivement de réaliser le bilan GES, de définir le plan d'action, mais surtout également de comment on le valorise auprès de vos collaborateurs, de vos partenaires ou vos clients. Donc, c'est quelque chose d'assez complet. Ça dure à peu près 12 jours qui vont s'éterniser sur 6 mois. Tout n'est pas intensif, évidemment. Il y a des temps forts et des temps faibles. Et en fait, effectivement, le DIAC décarbonation va s'étendre sur une période de à peu près 6 mois, ce qui nécessite parfois d'avoir quand même une ressource à vos côtés. Ça peut être le responsable hygiène, sécurité, environnement. Ça peut être quelqu'un que vous avez affecté ce chantier-là. Car l'idée, c'est vraiment pas de revenir tous les ans ou tous les 4 ans refaire un bilan GES, c'est de vous donner en fait la méthodologie, les fiches de calcul Excel qui sont nécessaires. L'idée, c'est de vous rendre autonome une fois que vous avez fait le DIAC décarbonation, de vous rendre autonome à travers ces sujets. Et donc en fait, en livrable, vous avez le plan d'action, vous avez le bilan GES que vous pouvez publier auprès de l'ADEME. Vous avez les fiches de calcul et vous avez le livrable de plan de valorisation et le plan d'action. Donc, l'idée, c'est demain de vous rendre autonome et ça nécessite effectivement d'avoir une ressource dédiée. Et à ce sujet-là, je tiens aussi à vous préciser que donc, le DIAC décarbonation, c'est un peu la boîte à outils sur les premières étapes parce que, évidemment, vous allez ouvrir un chapitre qui va être puissant derrière en termes de révolution en interne. Donc, c'est la boîte à outils. Et sur la partie humaine, aujourd'hui, en termes de ressources humaines, vous avez aussi la capacité d'activer un dispositif qui s'appelle le VTE vert. Le VTE, c'est quoi? C'est l'inverse du VIE. Donc, le VIE, c'est vous envoyez un jeune à l'étranger, à l'international. Et ben, le VTE, c'est plutôt ce jeune-là, vous allez lui dire que voilà, venez découvrir un peu la vraie vie auprès d'une équipe de direction de PME. Au lieu qu'ils partent chez Société Générale à Singapour, l'idée, c'est qu'ils viennent découvrir un peu la vraie vie d'une PME sur une période qui va être entre 18 et 24 mois. Ça peut être un alternant, ça peut être un CDD, un CDI. Et l'idée, c'est d'attirer un jeune diplômé d'une grande école pour, sur un chantier transverse. Et dans le cadre du VTE vert, quand ce VTE, il est destiné à des entreprises ou des projets qui sont sur la transition énergétique, vous avez une possibilité d'activer une subvention qui n'est pas négligeable, qui est de 12 000 € auprès de l'ADEME, et le Conseil régional de Pays de Loire abonde aussi de 4 000 €. Donc, ça permet d'avoir, à côté du DIAC décarbonation ou tout un tas de sujets qui vont être mis en place, une ressource qualifiée qui va être dédiée sur entre 18 et 24 mois sur un chantier particulier et qui est pris en charge quasiment à 50% parce que vous avez quasiment 16 000 € de subvention à aller chercher dans le cadre du VTE vert.
Donc ça, voilà, petite aparté, mais c'est utile parce que voilà, aujourd'hui, on a des ressources en boîte à outils, en méthodologie avec le DAC Décarbone Action, mais aussi des ressources à vous proposer avec le VTE vert. Il nous reste 5 minutes, François. Ben, je vais essayer de tenir. Et effectivement, on a l'année dernière lancé en avance de phase un programme accélérateur décarbonation qui est vraiment la suite, qui est vraiment pour aller plus loin dans la démarche, pour aborder des sujets de comment on va orienter notre stratégie, notre business model, notre répartition dans la chaîne de valeur, des structures de revenus, et effectivement d'aborder des sujets d'éco-innovation, d'éco-conception, de matériaux biosourcés, de géosourcés, pour aller un peu plus loin sur la stratégie. Et donc, on s'appuie, nous, aujourd'hui, sur un parcours qui est un parcours phare chez nous, qui est le programme accélérateur, qui s'appuie sur l'expérience d'une centaine de promotions qu'on a lancées avec l'ensemble des régions de France, mais également des filières industrielles. Et il nous a semblé important de dupliquer ce modèle de programme accélérateur sur le thème de la décarbonation. Et dans un parcours accélérateur, vous avez quoi? Vous avez à la fois effectivement du conseil. Donc, le prérequis pour entrer dans ce parcours-là, c'est d'avoir réalisé un bilan GES. Mais vous avez à la fois un parcours de conseil où justement on va aborder ces sujets de stratégie bas carbone, et comme l'a dit Samy tout à l'heure, ça repose sur la méthodologie acte pas à pas de l'ADEME, sur comment on fait bouger son business model et sa stratégie de valeur sur ces sujets-là, parce que des fois, ça devient plus compliqué de repenser son modèle économique en intégrant tous ces sujets-là que finalement la création du modèle économique. Donc, c'est des démarches qui sont assez longues et périlleuses. Et à côté, dans le parcours accélérateur, vous avez tout un parcours de formation entre équipes dirigeantes assurées par les mines de Paris. Et surtout, voilà, dans ce parcours accélérateur, on donne une dimension collective parce que c'est une quinzaine d'entreprises sur le plan national, donc peu de sujets de concurrence entre elles, mais elles vont pouvoir échanger sur leur chaîne de valeur entre elles. Et donc, à travers la partie conseil, on cumule aussi une partie plutôt échange entre dirigeants, entre équipes dirigeantes sur ces sujets de la transition énergétique et de la décarbonation. Et effectivement, le regard extérieur permet aussi de challenger un peu les organisations. Quand vous avez un Isor Bâtiment qui rentre dans ce type de structure, effectivement, ces autres partenaires sont aussi challengés par rapport à ça. Donc, on croit beaucoup à la compétition entre les différentes équipes. Donc, à la fois le regard extérieur, mais aussi le regard extérieur par un de ses pairs. Donc voilà, c'est un parcours qui s'est lancé l'année dernière, fin d'année dernière, en octobre dernier. Et on relancera une promotion à la fin du parcours de 24 mois. Donc ça sera sûrement en 2023, avec effectivement toujours à peu près une quinzaine de 20 entreprises sur le plan national et qui sont plutôt effectivement, le prérequis, c'est d'avoir réalisé un bilan GES. Je pense que... Est-ce qu'il me reste du temps, Pierre-Yves, ou pas, ou il me reste... Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, je vais juste finir sur un dernier point, qui est la comité du coq vert. J'espère que vous avez peut-être entendu parler. C'est le frère de la French Fab, la French Tech, vous savez, les coqs bleus, les coqs rouges. Et effectivement, on s'est dit qu'il fallait aussi créer une communauté qui pouvait rassembler les entreprises qui s'engageaient dans cette transition énergétique et qui voulaient révéler leur engagement à travers ce coq vert. Donc, c'est du marketing, c'est la communication. C'est une communauté, quand vous adhérez, qui est gratuite, mais ça permet en termes de... On parlait tout à l'heure des collaborateurs qui vous challengent sur ces sujets-là, ça permet de révéler votre engagement dans la transition énergétique et environnementale. Et de se mettre derrière un logo un peu tribal qui est le coq vert, qui permet derrière, vous pouvez vous l'attribuer à tout type de projet. Le seul engagement, c'est effectivement de signer une charte certifiant votre engagement dans la transition énergétique. Et ça permet de gagner un peu de visibilité, que ce soit auprès de vos clients ou de vos collaborateurs. Et ça permet aussi d'avoir un peu de formation auprès de vos équipes, parce qu'on sait aussi que ce n'est pas que l'équipe dirigeante qui doit être convaincue du sujet, mais c'est aussi un sujet de sensibilisation de l'ensemble de vos équipes. Et donc, effectivement, il y a quelques kits de communication, kits de formation à destination de vos équipes sur différents sujets qui sont relatifs à la transition énergétique et environnementale.
Merci François. Comment on fait pour rentrer, pour devenir coq Il y a vert? une demande à faire simplement. Alors, il y a deux types de membres dans cette communauté-là. Vous avez une demande à faire simplement sur Internet pour être membre de la communauté. Ça se passe directement sur le site BPI France en ligne. Et après, vous avez aussi une étape supplémentaire pour les bons élèves où en fait, on a quelques éclaireurs de cette communauté-là où là, vraiment, c'est des gens qui sont vraiment dans une transition engagée et quasiment réalisée, qui sont nos éclaireurs. Donc, c'est une communauté de 50 personnes, mais la communauté du coq vert, c'est aujourd'hui à peu près 2000 entreprises partout sur le territoire. Très bien. Vous-même, vous avez participé à une des rencontres des 15 de l'accélérateur? Alors, j'ai assisté au lancement, mais Oui. en fait, les formations et les séminaires sont uniquement réservés aux équipes dirigeantes. Donc, il y a quelques membres de BPI France qui sont présents et des mines de Paris. Mais effectivement, non, c'est vraiment, on souhaite que ça soit quelque chose qui soit entre dirigeants ou équipes dirigeantes à ce niveau-là. Alors, Samy et Jérôme sont en train de nous rejoindre. Samy, un petit mot à rajouter par rapport à ce qu'a dit François sur le groupe de 15? On ne te voit pas, on ne t'entend pas. Bon. Jérôme, on a cette question de Julie Tessard sur les exemples faciles et visibles à mettre en œuvre. Je suppose que c'est une question que vous vous posez vous aussi en interne, parce qu'il faut donner un peu de visibilité assez rapidement. Le quick win là, dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez commencé à repérer des choses? On est encore en phase de démarrage. Donc, mais la question est pertinente. C'est vrai que nos équipes, pour les entraîner, elles aiment bien très rapidement avoir quelques exemples concrets d'une action avant-après. Donc, là, par exemple, nous, on a travaillé sur notre flotte automobile. Là, on est dans les scopes, je crois, le 1 ou le 2. Donc là, on a notre récent achat qui est en train de commencer à répertorier les kilomètres produits sur énergie électrique et puis les kilomètres produits on va dire soit en essence, soit en gasoil, de façon à avoir un petit rapport assez prochainement présenté à nos salariés sur l'intérêt d'une énergie. Alors après, il y a le mix énergétique. Là, il faudra pas dire n'importe quoi non plus, parce qu'on se rend compte que c'est vite très complexe. Mais en tout cas, sur l'énergie des véhicules, ce sera peut-être le sujet qui va être le plus simple dans les prochaines semaines à pouvoir communiquer. Après, c'est vrai que moi, l'enjeu, il est vraiment sur le scope 3. Je serais impatient que demain, dans nos solutions isolantes, on puisse faire des variantes à nos clients avec des versions, on va dire, classiques et des versions un peu plus décarbonées, et pouvoir former nos équipes en disant, si on met tel produit, c'est avec tant de mètres carrés en moyenne par an, ça peut représenter tel bilan carbone, et ça pourrait être autre chose si on faisait autrement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, des quick wins, j'en ai pas encore beaucoup. Je pense que le groupe ACO doit en avoir un petit peu plus que moi. Alors, Samy, toujours sur cette question là, des petits gains rapides et faciles et surtout visibles. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui, très bien. Ouais, pardon. Les gains faciles et visibles. Alors, facile, c'est à prendre un petit peu avec des pincettes quand même, parce que quand je dis facile et visible, c'est des choses sur lesquelles, en tout cas, on a un levier. Donc, on a nous commencé à actionner le premier levier qui est assez simple, c'est-à-dire remettre à jour notre gestion de déchets, réorganiser nos filières de tri, travailler sur nos chutes, justement, dont on parlait tout à l'heure, travailler un petit peu. Quand on crée le bilan GES, on se rend compte de choses qu'on n'avait pas forcément bien mesurées jusque-là. C'était un petit peu les taux de chute acier qu'on génère et également les déchets DIB, donc les déchets inertes qu'on génère. Quand on se renseigne un petit peu et qu'on voit que la plupart, voire tous les déchets DIB sont enfouis et que pour notre part, c'est une 40aine de tonnes de déchets générés par an, on se dit qu'il y a quand même quelque chose à faire et que quand on trie un petit peu une poubelle, et c'est ce qu'on a fait dans notre travail, c'est de se dire, mince, la plupart des choses qui sont en DIB sont au final recyclables et peuvent partir ailleurs. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place. Il faut qu'on communique, qu'on sensibilise les équipes. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est assez facile à mettre en place. Mais, et après. Donc même si Marie nous disait tout à l'heure qu'il ne faut pas commencer par regarder ces poubelles parce qu'on risque d'y passer beaucoup de temps. On a Vincent Angotro qui va dans le même sens que vous, Samy, et qui nous dit oui, il faut une première chose facile à faire, c'est de regarder nos déchets et notamment la benne DIB et enlever tout ce qui peut être recyclé. Est-ce que ça a vraiment un impact sur le poids carbone de regarder ça, ou est-ce que c'est uniquement vertueux au point de vue de l'économie des matières? Alors, en pourcentage global par rapport à notre bilan GES,
c'est quand même minime. Maintenant, là où il faut faire la part des choses, comme je disais tout à l'heure, c'est que 60% de nos émissions de GES proviennent de notre achat de matière. Une fois qu'on a enlevé cet achat de matière, acier, un peu d'aluminium, on se rend compte qu'après, on regarde un petit peu les autres sujets qui sont prédominants dans les premiers scopes. Et les déchets ont quand même une belle part, de même que la production d'énergie. Donc, comme disait Vincent Gautreau là, dans le chat, en effet, on consomme du gaz de par l'oxycoupage pour créer des attaches pour la charpente qui sont le plus légères possible. Oui, en effet, on génère du gaz et on achète, donc on a du gaz en consommation. Je n'ai pas encore la réponse pour vous dire, est-ce qu'on a une alternative au gaz pour pouvoir faire de l'oxycoupage de notre façon, ou en tout cas un autre système de découpe. En tout cas, travailler sur les taux de chute pour réduire la quantité d'acier qu'on va mettre à la benne, c'est important. Le gaz, maintenant, oui, il y a peut-être d'autres alternatives. Il faut qu'on essaie de regarder ça sur un ensemble. Je ne sais pas si le fait d'augmenter notre durée de production pour réduire notre consommation de gaz serait viable. Mais c'est des sujets sur lesquels on peut se pencher et sur lesquels on peut avoir des moyens d'action assez rapides quand même. Une question peut-être pour vous trois. On a l'impression, quand on entend des personnes qui ne sont pas encore engagées dans ces démarches, c'est un peu ce qu'on se disait avec l'effet Everest tout à l'heure. Les gens sont face à une énorme montagne et ils ne savent pas par quoi commencer, ils ne savent pas comment hiérarchiser. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message pour arriver à simplifier ça et se dire just do it, on démarre, mais par quoi on démarre, c'est tellement énorme. Samy, puis après je pense que je vais poser la question aussi à François et à Jérôme. Alors, la démarche, en effet, le problème qu'on a rencontré avant de se lancer avec l'accélérateur, c'est justement, on a plein de sujets qui nous viennent en tête et on ne sait pas par où commencer. Donc, on s'était dit justement, est-ce qu'il faut commencer par du facile, visible, mais quel est le facile visible? Quelle est la part de ce facile visible dans notre émission? Merci à l'accélérateur, parce que le coordinateur qui est là justement pour nous orienter, en nous permettant de nous dire, OK, par le biais de la démarche ACT et avec le coordinateur, c'est de se dire par où on commence, quelle est notre maturité, quels sont nos indicateurs de performance, c'est pas nos indicateurs de performance, mais les enjeux qui sont faciles à mettre en place et qui sont nécessaires. À Novabit, nous on appelle ça les gros cailloux, petits cailloux, de repérer les gros cailloux qui vont avoir un impact plus important. C'est une démarche que vous avez essayé de faire, ça, de voir là où il y a des plus gros morceaux à absorber. Alors, on est dedans, on n'est pas encore, oui, on est en dedans. C'est-à-dire que là, on a sorti justement le scope 3 pour regarder les scopes 1 et 2. Donc, on a commencé à faire les premières actions et à voir ce qu'on pouvait faire. Non, on est vraiment au début. Donc, on n'a pas encore d'actions qui sont, à part la partie d'échecs sur lesquelles on est en train d'aboutir sur le déploiement. Pour la partie énergie aussi, on a regardé vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis du gaz qu'on emploie, voir s'il y avait moyen de faire un peu plus vertueux, en tout cas de pouvoir sélectionner les fournisseurs par rapport à leur empreinte carbone. Mais on en est au stade du démarrage, donc non, pour l'instant, je n'ai pas d'action concrète à donner sur l'avancement. François Poyer, sur cette question de la hiérarchisation, j'imagine que les gens avec lesquels vous êtes en contact, c'est des questions qui reviennent souvent. Oui, effectivement, et puis moi je vais parler aussi de mon ressenti. Ça fait 2 ans qu'on aborde ce sujet-là. C'est vrai que on a aujourd'hui des consultants dans le diagnostic des carbone d'action, et je ne le pensais pas forcément, mais qui ont une bonne maîtrise de tous ces secteurs. Et c'est vrai quand on en parle avec un dirigeant qui nous dit oui, moi je sais que je suis persuadé de vouloir lancer ça, mais par contre, en termes de méthodologie, en termes de chantier à mettre en place, j'ai pas forcément de visibilité. Donc, vous pouvez vous rassurer sur le fait que les consultants qui peuvent intervenir sur ce type de sujet ont bonne maîtrise de votre modèle d'affaires. Et ils vont, voilà, ça va être vraiment très concret en termes d'action. C'est-à-dire que aujourd'hui, la méthodologie d'un bilan GES et du plan d'action, elle est posée et on peut démystifier tout le sujet qu'on peut avoir derrière les bilans GES et qui sont en fait la première étape, mais c'est l'endroit où en fait tout doit être posé derrière pour construire une stratégie bas carbone à ce niveau-là. Et puis après, il y a différents outils, mais simplement vous dire que c'est vraiment le moment où on se pose un petit peu et finalement on découvre que il y a du travail derrière, mais la méthodologie, le plan d'action, il peut être bâti à ce niveau-là.
J'en profite, là, vous êtes avec nous. Pour vos différentes prestations, c'est applicable aux entreprises de tout type de statut où il faut absolument être SARL. Je pose la question autrement. Dans le bâtiment, on a des gens qui ont des statuts très différents. On a des professions libérales, il y a des SEM. J'ai vu là dans les auditeurs, on a une SEM d'aménagement, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans ces équipes que vous formez ou vraiment c'est limité aux gens qui sont en SA ou SARL? Non, du tout. Aujourd'hui, on le fait même sur des associations. Alors l'association doit avoir quand même des revenus extérieurs avec une activité commerciale, mais il n'y a pas de restriction. On a aujourd'hui des scopes qui ont fait ce type de démarche DIAC Décarbonation. Donc, je sais qu'il y en a quand même pas mal dans la construction, mais non, on le propose à tout type d'acteurs économiques qui ont une activité commerciale. Très bien. Alors, Jérôme, sur cette question du gros caillou, petit caillou, par quoi on commence? On a Vincent Gautreau qui dit just do it, allez commencer à mettre un responsable Ben, et puis ça avance tout de suite. Ça prend un quart d'heure, il a dit. En tout cas, ma vision, en t'écoutant, c'est que moi, je retrouve un peu la même démarche, une démarche qualité. C'est-à-dire que on a nos entreprises, on met de la qualité. Nous, on n'est même pas ISO, on n'a pas été dans l'ISO, mais on a tous besoin de faire évoluer nos processus pour rester compétitifs. Et ce que moi, je constate après pas mal d'années de management, c'est que les démarches qui ont été faites en interne seules sont souvent assez compliquées à mettre en œuvre et on est un peu jugé parti. Et on a toujours des gens qui n'osent pas trop montrer ce qui va pas. Et que le gros intérêt du tiers de confiance, c'est qu'il, lui, il est neutre. Il est déjà engagé d'autres démarches dans d'autres entreprises, qu'en plus, il apporte des fois un œil neuf. Il n'est pas là pour ni nous faire plaisir, ni nous parce qu'on est comme son client, ni nous mettre plus bas de terre. Et donc, moi, je trouve quand même vraiment intéressant, le premier caillou, clairement, c'est le bilan. C'est qu'autrement, on va se parler de plein de choses. C'est déjà assez complexe. Si on n'a pas la théorie des grands nombres pour agir et avoir des choses un peu concrètes, ça sera très compliqué. Et si en plus, c'est fait que par nous tout seuls, avec notre petit tableau Excel, parce qu'on a regardé 2-3 tweets ou 2-3 tutos sur Internet, ça risque d'être un petit peu rapidement difficile. Donc, je pense que vraiment le premier gros caillou, alors ça peut être la BPI, ça peut être tout value. Je veux dire, moi, je ne vais pas là pour vendre des prestataires, mais c'est de se faire accompagner. Voilà, c'est clairement, autrement, c'est de prendre un gros risque d'avoir un truc qui fait plouf, bouffe, ou des collaborateurs qui seront encore plus perdus parce que nos messages ne sont même pas clairs. On s'approche de la fin. Je vais faire un petit tour de table. Je commence par toi, Jérôme. Le message que tu voudrais donner aux personnes qui suivent ce webinaire avec nous? Pour finir, tu as fait l'image de l'Everest. Moi, je trouve qu'il y a une chose, c'est certes un Everest, mais il y a une chose qui est sympa quand on est au haut de l'Everest, c'est qu'on a une belle vue. Je pense. Bon, on ne respire pas très bien, c'est dur d'y aller, mais c'est une victoire. Donc, moi, le message, il est quand même j'insiste, puis ça va être mon côté président de Novaville, mais voilà, certains voient ça peut être vécu comme une contrainte. Moi, je pense que c'est une magnifique opportunité. Parce que derrière le carbone, il y a le déplacement, il y a la façon de vivre ensemble. On a quelque chose à réinventer, on a cette chance. Maintenant, ça veut dire par contre, il faut qu'on abandonne. Pour changer de paradigme, comme on dit, il faut savoir abandonner les choses. Donc, ce bilan carbone va nous obliger à abandonner certaines méthodes qu'on faisait depuis des années. Mais c'est certainement pour un avenir meilleur si on bosse les uns avec les autres. Et moi, ce qui fait plaisir, c'est que quels que soient nos métiers, banquiers, maîtres d'œuvre, architectes, promoteurs, on sent une envie quand même. Et puis notre jeunesse, elle en a besoin. Donc voilà, un message d'espoir, mais il faudra bosser un peu. François, vous avez démarré cette démarche au sein de BPI? Oui, on s'applique. On a réalisé notre bilan de toute façon, on était également, on devait le faire. Mais effectivement, aujourd'hui, on a des actions qui sont mises en place là, de quick win sur nos différents métiers. Alors, on a une activité tertiaire, mais et notre flotte de véhicules est aujourd'hui aussi soit hybride, soit électrique, ou en cours de le devenir. Donc, on essaye de s'appliquer aussi les conseils de nos consultants qu'on a référencés. Et c'est là où on se rend compte aussi de la relativité de la crainte du changement. Donc, on sait bien que ça met en place quelques barrières, quelques réflexions stratégiques qui vont au-delà du quotidien, effectivement, de trier ces déchets. Donc, on se rend bien compte de la nécessité dans laquelle on a envie de projeter les entreprises dans ce dispositif. Et le mot de la fin pour vous? Le message que vous avez envie de donner aux participants?
Ce que j'aime bien, c'est que c'est du concret. Historiquement, on pouvait penser que c'est très hors sol, c'est très stratégique. Non, enfin, c'est quand même mine de rien des actions très concrètes. Et puis on aime bien s'associer à ce type de démarche que vous avez organisé aujourd'hui, Pierre-Yves. C'est que voilà, on parle des acteurs qui vont faire un peu tâche d'huile, tâche de léopard sur justement les stratégies bas carbone. Je pense que ça va passer par là plus que par des initiatives politiques à ce niveau-là. Donc, non, on est assez persuadé que les entreprises ne sont pas le problème de la décarbonation, mais seront la solution parce qu'elles vont faire évoluer leur business model. Il faut juste leur donner un peu la méthodologie à ce niveau-là. Merci. Et donc, Samy, la question a été identique à chaque fois. Vous avez eu le temps de vous y préparer. Le message que vous avez envie de passer aux participants. Voilà, je vais rejoindre énormément Jérôme sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire que même si ça peut être vécu comme une contrainte, cette transition, c'est au final, on n'est pas encore au final, mais en tout cas, on se rend compte que c'est une énorme source d'opportunités. Il y a des choses qui vont être complexes, il y a des choses qu'il va falloir savoir abandonner, il y a des choses qu'il va falloir prendre en considération qui, pour l'instant, on se les était un petit peu laissées, quand je dis sous le coude, c'est peut-être un peu derrière nous sans vouloir trop les regarder. Maintenant, on va y aller. Et en relevant les manches, on se rend compte qu'on est capable de faire pas mal de choses et il n'y a pas de temps à perdre, mais il y a encore des choses, il y a des choses à faire, rien n'est perdu, et c'est surtout notre avenir qui est en jeu, l'avenir de nos enfants, l'avenir de la planète de manière générale. Donc, c'est un sujet qui va au-delà de notre avenir d'entreprise, c'est notre avenir tout court, quoi. Donc, c'est un sujet à prendre en compte. Vous êtes prêt à revenir l'année prochaine pour nous raconter la suite de l'histoire ? Oui, bien sûr, ouais, carrément. En espérant de pouvoir vous donner plus d'actions faciles et visibles que celles que j'ai données là, parce qu'on est vraiment au tout début, mais avec d'autres axes d'avancement. Ouais. Merci à tous. Et merci à Marie qui a été obligée de s'absenter un peu plus tôt. Et puis donc, on vous donne rendez-vous à Novabuild. On va essaimer par différents moments. Je sais que le conseil stratégique de Novabuild va travailler aussi sur le sujet au mois de mai. Et donc, on aura l'occasion de revenir avec vous sur ces questions. Le replay du webinaire d'aujourd'hui va être en ligne dans quelques minutes. Et puis, bonne chance à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.